Alors Donald Trump, il y va très clairement. Il dit nous, on va envoyer nos compagnies pétrolières dans quelques jours pour être sur le territoire du Venezuela. Écoutez. Nous allons maintenant faire en sorte que nos compagnies pétrolières américaines, les plus grandes du monde, se rendent sur place, réparent l'infrastructure en très mauvais état. Je parle de l'infrastructure pétrolière et commencent à gagner de l'argent pour le pays. Alors, Quentin Briand, qui est dans mon oreillette, a préparé un classement des réserves de pétrole dans le monde. Venezuela, numéro 1, qui dépasse l'Arabie Saoudite. Alors, très mauvais producteur de fait. Parce que, justement, les plateformes, il y a eu les sanctions, il y a eu l'embargo. Mais là, en fait, les États-Unis, en prenant le Venezuela, deviennent quoi? Premier producteur de pétrole mondial? Alors, Donald Trump affirme qu'ils le sont déjà en termes de réserves disponibles, etc. Dans un premier temps, me semble-t-il, ça va faire remonter le cours du pétrole parce que ça va faire planer une incertitude justement sur la gestion de ces ressources. Dans un deuxième temps, s'il y a une captation pratiquée par les États-Unis, c'est ce que Donald Trump a annoncé, ça peut éventuellement inonder le marché, porter préjudice à l'économie russe et donc à une source de financement de son opération militaire. Ça, c'est la pression économique, mais moi je pense que ça doit être couplé avec une ouverture idéologique. Ensuite, il faut quand même rappeler que, en fait, Donald Trump explique que historiquement, ce sont les Américains qui sont venus au Venezuela au début du XXe siècle pour développer en fait le forage des puits vénézuéliens. C'était Exxon, Chevron et Shell. Et du coup, il dit que le Venezuela a volé les États-Unis. Parce qu'il y a eu des phases de nationalisation. La première a été négociée avec les Américains. La deuxième, sous Chavez, ça a été moins le cas. Ça a été plus agressif. Donc lui, il estime, ça m'appartient, donc je viens reprendre ce qui m'appartient. Il a tenu le même discours sur le canal de Panama, et ça a été rappelé, il tient le même discours sur le Canada, le Groenland, et demain, on verra. Peut-être la France, peut-être qu'il nous dira, vous savez quoi les Français, vous êtes menacés par la Russie, mais moi je vais vous défendre. Tout ce que je vous demande, c'est de renommer le musée d'Orsay, musée de Trump, de mettre mon nom sur le Louvre, et puis de me verser 50% des revenus que vous tirez des terres rares que vous travaillez. Vous, en France, vous êtes autonomisé par rapport à la Chine. Félicitations, parce que vous utilisez des éoliennes et des matériaux recyclés pour fabriquer vos terres rares. Je veux 50% là-dessus. Pierre, il va un peu loin ou pas, Gallagher? Non. Enfin, écoutez, on est dans un monde de dingue. On débute l'année, voilà, les Fed viennent à peine de s'arrêter et de se terminer, et puis on débouche là-dessus. Donc on est rentré. Gallagher a raison, parce que il faut s'habituer à être dans des extrapolations, dans des arborescences pour voir les possibles, pour discuter entre nous. Un autre chiffre qui est important sur le pétrole du Venezuela, c'est que les réserves sont estimées à plus de 1300 années de réserves, telles qu'elles sont connues aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce pays ne va pas découvrir d'autres réserves. Donc c'est une manne absolument considérable. L'autre point, c'est que le pétrole du Venezuela, semble-t-il, est riche en soufre. Oui. Donc ça demande effectivement un savoir-faire pour véritablement parvenir à l'exploiter. Et ce pays, c'est un pays richissime. Oui. C'est un pays richissime, un peu comme la Russie ou l'Algérie, sont des pays qui sont assis sur des réserves énergétiques absolument colossales et qui sont absolument incapables de transformer cette richesse en richesse partagée pour la population. Oui, il y a un élément, au-delà des aspects du pétrole qui sont absolument essentiels, qui est important, c'est le message qui est envoyé à la Russie et à la Chine au travers de cette opération. Il ne faut pas oublier que Maduro, c'était quelqu'un qui était soutenu par la Russie et par la Chine. Et il tombe. Donc, quand même, c'est pas terrible pour le Kremlin et pour Pékin. Parce que oui, ça, on n'est pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas allés chercher Poutine et Xi Jinping alors c'est des plus grands dangers, non? Et ça veut dire que en un an, le Kremlin aura perdu Bachar el-Assad et en un an, le Kremlin a perdu 2 dirigeants qu'il soutenait très fortement, Bachar el-Assad et Maduro. Et bientôt l'Iran. Et peut-être demain l'Iran. Oui, mais l'un qu'ils ont hébergé et l'autre non. Ça veut dire que se mettre sous la protection... Pardon ? L'un qu'ils ont hébergé, l'autre non. Oui, mais si Maduro avait été intelligent, il serait à Moscou, on le disait tout à l'heure. Or, il s'est accroché et il a perdu. Voilà. Et donc, se mettre sous la protection de Moscou ou de Pékin, ce n'est peut-être pas une bonne idée.
Voilà le message que beaucoup de gens au monde ont entendu aujourd'hui. Se mettre sous la protection des États-Unis, peut-être que c'est plus sûr. Donc on verra des choses se mettre en place avec des gens qui vont dire bon finalement vaut peut-être mieux faire un deal avec Trump que se mettre sous la protection de Poutine ou de la Chine. Bon, c'est quoi? C'est le choix entre la peste et le choléra, en fait, Pierre Servan. C'est le réalisme. C'est je veux garder le pouvoir. Si je veux garder le pouvoir, à quel assureur je m'adresse? Est-ce que je m'adresse à un assureur fiable qui me défendra, ou est-ce que je m'adresse à un type qui, le jour où je serai vraiment en situation difficile, sera incapable de venir me sauver? Or, on voit à Damas l'année dernière, à Caracas cette année, que la Russie n'est pas capable de soutenir ses clients, ses hommes et ses amis. Pierre. Voilà. Oui, alors si on regarde du côté du Kremlin, là, on le fait. C'est vrai que ça conforte Vladimir Poutine dans l'idée que le monde d'aujourd'hui est un monde dérégulé, sans droit. C'est vraiment le plus fort qui va l'emporter. Donc ça l'incite à continuer la guerre hybride et à l'augmenter par rapport aux pays européens, essayer de développer encore son armée par rapport à l'Ukraine. Donc lui, ça lui va bien. C'est-à-dire qu'il y a un espace mental commun aux trois empires chinois, américains et russes. Mais d'un autre côté, il voit ce que c'est qu'une opération spéciale réussie, entre guillemets. Et le message aussi au reste du monde, et là je rejoins Jean-Dominique, c'est de dire, mais attendez, ce sont des branquignoles, les Russes. Ils ont été infoutus de faire ce que les Américains font en 6 heures. Alors la configuration est un peu différente, parce que l'Ukraine, ça n'est pas le Venezuela, etc. Mais voilà, Poutine se trouve là-dessus. Et je suis d'accord, c'est-à-dire que, par exemple, sur le plan maritime, on voit bien que la Russie perd ses appuis géographiques et donc maritimes, difficulté avec la Syrie, même s'il y a des négociations qui sont en cours, la Baltique qui se referme, la Méditerranée qui est refermée, un goulet d'étranglement. Et donc tout ça, d'une certaine façon, par décalque. Alors c'est un peu triste, parce que finalement, ça met Donald Trump sur un podium de la force, de la violence, du cynisme, du mépris du droit. Et en même temps, ça dévalue la puissance russe, si tant est que cette puissance russe existe réellement, ce dont je doute énormément. Il y a un rapport de l'IFRI absolument remarquable, qui fait 182 pages sur la balance de pouvoir entre la Russie et l'Ukraine. J'aurai l'occasion d'en reparler sur les plateaux d'LCI, qui montrent que l'Union européenne est beaucoup plus forte que ce qu'on croit, notamment sur le plan économique, et que la Russie est quand même dans une sacrée panade. Mais tout de même, quand on voit les réactions des dirigeants internationaux à ce qu'il s'est passé ce soir, il y a deux écoles, Isabelle Lasserre, très clairement. Oui, il y a ceux qui ne bougent pas, et il y a ceux qui soutiennent relativement, même sans le dire complètement ouvertement. Personne ne va regretter parmi les Occidentaux Nicolás Maduro. On voit bien le communiqué de Macron, c'est presque un soutien à l'opération militaire de Trump. Après, il y a aussi tous ceux qui ne veulent pas contredire Donald Trump. C'est-à-dire que les Européens sont dans une position extrêmement particulière en ce moment. C'est le cas sur tous les deux sujets internationaux. Ou même quand on est en désaccord total avec les États-Unis de Donald Trump, on évite de le dire parce que le principal objectif des Européens, c'est de ramener Donald Trump derrière l'Ukraine pour essayer de forcer un cessez-le-feu qui soit favorable aux Ukrainiens. Donc il ne s'oppose pas.